Merci beaucoup. Je suis très ému de me trouver ici et pour vous parler de Jules Verne, un écrivain que j'aime beaucoup et sur qui nous avons maintenant des documents tout à fait neufs. On peut dire que les études sur Jules Verne ont fait un bond extraordinaire dans les 20 dernières années. Lorsque Jules Verne est mort en 1905, son fils Michel Verne a envoyé à divers journaux une liste d'ouvrages inédits de son père. Ceci pour prévenir les accusations qu'il sentait pouvoir venir, les accusations que lui, Michel Verne, publie ses propres livres sous le nom de son père. Ce qu'il a fait d'ailleurs, à certains égards. Alors, Michel Verne écrit aux journaux qu'il a trouvé chez son père un récit de voyage, voyage en Angleterre et en Écosse, un roman d'anticipation, Paris au XXe siècle, un recueil de nouvelles qui deviendra ensuite, qu'il publiera sous le titre Hier et demain, et 8 romans à peu près achevés. Le phare au bout du monde, l'agence Thomson et compagnie, En Magellanie, que Michel Verne corrigera considérablement et qu'il publiera sous le titre Les naufragés du Jonathan, Le secret de Wilhelm Storitz, La chasse aux météores, Le beau Danube jaune, que Michel Verne publiera sous le titre Le pilote du Danube, Le volcan d'or et Voyage d'études, qui est une simple ébauche et que Michel Verne écrira, disons, Michel Verne en écrira 80% et il le publiera en 1920 seulement, ça sera le dernier texte de Jules Verne publié par lui, sous le titre « L'étonnante aventure de la mission Barsac ». Michel Verne a publié tous ses textes, sauf un, le roman d'anticipation Paris au XXe siècle. Et on a cru pendant longtemps que ce texte était perdu. Michel Verne a expliqué que c'était un texte qui ne faisait pas partie des voyages extraordinaires et qui était, selon lui, antérieur à la rencontre de Jules Verne avec son grand éditeur Hetzel. Mais en 1995, il est devenu possible d'ouvrir le coffre-fort qui appartenait à Michel Verne, le fils de Jules Verne. Et dans ce coffre-fort, on a trouvé le manuscrit de Paris au XXe siècle, qui a été publié cette année-là par la maison Hachette et qui s'est très bien vendu parce que c'était tout de même une curiosité extraordinaire. C'est un livre très étonnant à bien des égards parce que s'il y a des parties qui sont tout à fait dans l'esprit de Jules Verne, de grandes descriptions du Paris ayant évolué à cause de la technique, eh bien, c'est un livre qui, à certains égards, semble tout à fait anti-vernien. C'est-à-dire, c'est un livre dans lequel la science et la technique sont mises en accusation. Et nous avons un document exceptionnel qui est un projet de lettre trouvé dans les papiers de la famille Hetzel, un projet de lettre de Hetzel à Jules Verne dans lequel il refuse de publier le livre. Et il essaie de lui expliquer pourquoi. Nous ne savons pas la date exacte de cette lettre. Nous ne savons pas si elle a été envoyée à Jules Verne, ce qui est très improbable.
Et nous ne savons pas ce que Jules Verne a répondu à la lettre que lui aurait écrite Hetzel à cet égard. Ce qui est curieux, c'est que dans ce manuscrit, nous avons en marge les commentaires de Hetzel, comme s'il était tout prêt à le publier. Et puis c'est peu à peu qu'il se dit, évidemment, ça n'est pas possible, ça ne convient pas du tout. Et il écrit à Jules Verne pour lui dire non, c'est une déception extraordinaire, il y a un projet que nous avons ensemble et ce livre risque de tout mettre par terre. Hetzel lui dit, nous avons publié 5 semaines en ballon en 1863, ça c'était magnifique, et nous avons déjà, il lui dit, j'ai déjà le manuscrit du capitaine Hatteras, qui sera publié en 1865 pour l'inauguration d'un journal pour la jeunesse fondé par Hetzel. Et on peut dire fondé par Hetzel autour de Jules Verne. Ce journal s'appelle le Magasin d'éducation et de récréation. Et c'est dans ce magasin d'éducation et de récréation qu'ont paru, à partir de 1865, tous les romans de Jules Verne qui forment l'ensemble des Voyages extraordinaires. Auparavant, Hetzel avait publié 5 semaines en ballon. Puis, Jules Verne avait publié dans le Journal des débats, ce qui est très étrange pour nous aujourd'hui, de la Terre à la Lune et autour de la Lune. Et puis, dans un autre journal, une partie du voyage au centre de la Terre. Et Hetzel dit à Jules Verne, si nous publions ça, cela donnerait à croire que 5 semaines en ballon est un heureux raccro, une sorte de hasard. Moi qui hais le capitaine Hatteras, je sais que le raccro, c'est cette chose manquée au contraire, mais le public ne le saurait pas. Vous n'êtes pas mûr pour ce livre-là. Vous le referez dans 20 ans. Et toutes sortes d'autres choses. Ai-je raison, mon cher enfant, de vous traiter en fils, cruellement, à force de vouloir ce qui vous est bon? Cela va-t-il retourner votre cœur contre celui qui ose vous avertir si durement? J'espère que non. Et pourtant, je sais que je me suis trompé plus d'une fois sur la force des gens à recevoir un avis vrai. On voit bien parler l'éditeur dans cette lettre-là et qui prend son écrivain pour un fils qu'il faut tenir par la main et corriger le plus possible. Je pense que Hetzel n'a jamais envoyé cette lettre, qu'il l'a profondément corrigée, qu'il a envoyé une lettre dans laquelle il n'a pas insisté sur le fait que Jules Verne risquait de se froisser. Il était beaucoup trop habile pour cela. Mais il n'a pas publié le livre, Jules Verne a gardé le manuscrit et Michel Verne n'a pas publié le livre non plus. Et ceci à cause de cette étrangeté de la mise en question de la technique et de la science par ce grand poète de la technique et de la science. Ce qu'il y a de très curieux dans ce livre, c'est que le héros, le jeune Michel, qui est antérieur à la naissance du fils de Jules Verne, Michel Verne n'était pas encore né, le jeune Michel a eu un prix de composition de vers latins. Et ce qui, à cette époque, est, on peut dire, complètement ridicule. Alors, Jules Verne situe
son roman en 1960, ce qui fait penser, à cause du plaisir qu'on a à parler par siècle, ce qui fait penser que le livre a dû être au moins commencé en 1860. Mais Hetzel, dans sa lettre, nous dit que Jules Verne lui avait dit qu'il avait écrit ce livre avec une espèce de coup de génie et dans une inspiration ruisselante. Ce qui montre que le livre a dû être commencé en 1860, mais qu'il a dû être achevé seulement au moment où il le montre à Hetzel, c'est-à-dire entre 5 semaines en ballon et les aventures du capitaine Hatteras, disons vers 1864. Et ce qui est encore possible en 1864, Jules Verne estime que c'est devenu tout à fait impossible en 1960. En 1960, les études classiques sont éliminées. Et la littérature est quelque chose qui est, on peut dire, rejeté par la société. Il y a pourtant une littérature de loisirs. Il y a même dans cette société un ministère du vaudeville pour produire des spectacles de délassement pour les employés de banque qui forment l'immense majorité de la population et qui ont le pouvoir total. Ce qui est curieux dans ce livre, c'est que le jeune étudiant qui sort du collège est complètement ignorant du monde qu'il va rencontrer. Il est dans ce collège complètement fermé à la réalité qu'il va rencontrer. C'est une découverte totale et catastrophique. Et donc, il y a un point qui est tout à fait essentiel dans ce livre, c'est qu'il y a une dénonciation de l'inadéquation de l'enseignement à l'évolution de la société. Et nous allons voir Jules Verne assister à l'évolution de l'éducation depuis les années 1865 jusqu'à 1905, jusqu'à sa mort. Or, pendant ces 40 ans, l'éducation a profondément changé en France. Elle s'est énormément développée, en particulier avec les lois Jules Ferry. Et on peut dire que l'œuvre de Jules Verne a joué un rôle fondamental à l'intérieur de cette évolution de l'éducation. Et il y avait donc déjà à l'époque une crise de l'éducation. Il y a encore aujourd'hui une crise de l'éducation. Et l'œuvre de Jules Verne est entièrement destinée à résoudre ce problème de l'éducation. Et c'est pourquoi cet écrivain qui, auparavant, s'était essayé dans le vaudeville, c'est pourquoi cet écrivain a accepté de devenir le grand auteur du magasin d'éducation et de récréation, c'est-à-dire le grand auteur pour les élèves des lycées et collèges. Alors, il s'agit pour lui de transformer l'enseignement en ajoutant quelque chose qui manque. Jules Verne sent que les élèves s'ennuient en classe, que l'enseignement des sciences ou de la géographie, par exemple, ne passe pas. Ce sont pourtant ceux qui auront réussi à comprendre quelque chose aux sciences et à la géographie, qui réussiront ensuite dans la vie. Il s'agit donc pour lui d'animer l'enseignement. Il ne s'agit pas exactement de remplacer les professeurs. C'est quelque chose qui est à côté de l'enseignement officiel. Il ne s'agit pas non plus exactement de vulgarisation.
au sens habituel. Jules Verne n'essaie pas de mettre au courant ses lecteurs des dernières découvertes, des découvertes les plus pointues de la science contemporaine. Il s'applique à rendre vivant le programme de l'enseignement. Et comme ce programme évolue au cours des années, évidemment, l'œuvre de Jules Verne est inachevable. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, on a le sentiment, quand on lit sa correspondance, on a le sentiment d'une urgence extraordinaire. Hetzel lui avait demandé de lui donner 2 romans par an pour le magasin d'éducation et de récréation. Au bout d'un certain temps, Jules Verne a beaucoup écrit, il aurait pu diminuer la vitesse. Pas du tout. Il continue à écrire et il va laisser les nombreux inédits dont je vous ai donné la liste. C'est que le programme de l'enseignement changeant, il y a toujours des choses nouvelles à faire et il y a toujours de nouvelles solutions à apporter dans ce que je pourrais appeler le récit de l'éducation. Alors, dans cette menace de l'avenir que l'on voit à travers Paris au XXe siècle, qui va se terminer par la mort du jeune prix de Vers-Latin, du jeune Michel, au cimetière du Père-Lachaise, à un moment où toute la civilisation parisienne de 1960 va s'effacer progressivement sous une gigantesque tempête de neige. À la fin, tout est recouvert par le blanc. Eh bien, pour éviter cela, Jules Verne va tâcher de trouver de nouveaux moyens pour rendre l'enseignement chaleureux, pour rendre à l'enseignement la chaleur qui lui manque de plus en plus. Et Hetzel a très bien compris ça, et donc, il lance son magazine, il voit que cela marche très bien, et à côté, il va faire cette magnifique édition des Voyages extraordinaires. Voici une partie de la préface de Hetzel au premier des Voyages extraordinaires publiés en volume, premier publié dans les magasins d'éducation et de récréation, mais aussi dans la grande édition illustrée, c'est les aventures du capitaine Hatteras. Alors, le mérite de M. Verne, c'est d'avoir le premier et en maître mis le pied sur cette terre nouvelle, le récit de la science. C'est d'avoir mérité qu'un illustre savant, parlant des livres que nous publions, en ait pu dire sans flatterie, ces romans qui vous amuseront comme les meilleurs d'Alexandre Dumas, vous instruiront comme les livres de François Arago. Petits et grands, riches et pauvres, savants et ignorants, trouveront donc plaisir et profit à faire des excellents livres de M. Verne les amis de la maison et à leur donner une place de choix dans la bibliothèque de la famille. L'édition illustrée par M. Rioux, que nous en donnons aujourd'hui, a un bon marché inusité et dans des conditions qui en font un livre de vrai luxe, témoigne de la confiance que nous avons dans la valeur de l'œuvre que nous tenons à honneur de populariser et dans le goût du public de tout rang et de tout âge à qui nous l'offrons. Nous publierons successivement, après les aventures du capitaine Hatteras, qui se compose des Anglais au pôle Nord pour la première partie et du désert de glace pour la seconde, le voyage au centre de la Terre, revu et augmenté de plusieurs chapitres nouveaux par l'auteur, de la Terre à la Lune et 5 semaines en ballon. Les œuvres nouvelles de M. Verne viendront s'ajouter successivement à cette édition que nous aurons soin de tenir toujours au courant. Les ouvrages parus et ceux à paraître embrasseront ainsi dans leur ensemble le plan que s'est proposé l'auteur quand il a donné pour sous-titre à son œuvre celui de voyage dans les mondes connus et inconnus. Son but est en effet de résumer toutes les connaissances géographiques, géologiques, physiques, astronomiques amassées par la science moderne
et de refaire, sous la forme attrayante et pittoresque qui lui est propre, l'histoire de l'univers. On peut dire que s'il y a un écrivain qui avait une ambition immense, c'était bien Jules Verne. Et Hetzel l'avait bien compris. Or, cette collaboration va avoir un immense succès. Les romans de Jules Verne vont se répandre dans la société française et dans toute la société occidentale, ce qui fait que pendant longtemps, l'œuvre de Jules Verne a été la plus traduite après la Bible. Hetzel surveillait de très près son écrivain. Et il y a des choses qu'il ne laissait pas passer. Lorsque la vraisemblance était trop malmenée, il s'inquiète. Mais, dans la plupart des cas, il admet que Jules Verne doit avoir raison. Il y a un livre qui a provoqué une espèce de choc chez Hetzel. C'est Hector Servadac. C'est un livre dans lequel une comète arrache au passage, près de la Terre, un certain nombre d'échantillons de la société terrestre. Et puis, cette comète se promène autour du système solaire et elle finit par revenir, croiser l'orbite de la Terre et enfin, les isolés peuvent retrouver la Terre. Et cette comète, nous verrons plus tard que c'est très important, cette comète se trouve faite d'une matière tout à fait particulière, c'est-à-dire qu'elle se trouve faite en tellurure d'or. Le tellure, c'est le nom, c'est un corps qui a le nom de la Terre et en tellurure d'or. Nous savons que Jules Verne aurait voulu que sa comète soit tout entière en or, mais Hetzel a préféré un compromis. Et cette comète a l'avantage, à cause de cette masse d'or, que l'or n'y a plus de valeur. L'or est devenu un métal tout à fait comme les autres. Et ceci nous rapproche du thème de cet ensemble de conférences, du thème de l'utopie, parce que dans l'utopie de Thomas More, l'or n'a plus aucune valeur et les rues sont pavées d'or. Alors, Hetzel donc éprouve le besoin de justifier la publication d'Hector Servadac. Monsieur Jules Verne, en commençant la série des Voyages extraordinaires, a eu pour but de faire connaître à ses lecteurs, sous la forme du roman, les diverses parties du monde. L'Afrique dans 5 semaines en ballon, et les aventures de 3 Russes et de 3 Anglais, l'Asie centrale dans Michel Strogoff, l'Amérique du Sud et l'Australie dans Les enfants du capitaine Grant, les régions arctiques dans Le capitaine Hatteras, l'Amérique septentrionale dans Le pays des fourrures, les différents océans du globe dans 20 000 lieues sous les mers, le nouveau et l'ancien monde dans Le tour du monde en 80 jours, etc. Enfin, un coin du ciel dans Le voyage à la Lune et autour de la Lune. Telles sont les portions de l'univers qu'il a jusqu'ici fait parcourir au lecteur à la suite de ses héros imaginaires. Aujourd'hui, dans Hector Servadac, M. Jules Verne continue cette série par un voyage à travers le monde solaire. Il dépasse de beaucoup cette fois l'orbite lunaire et transporte ses lecteurs à travers les trajectoires des principales planètes jusqu'au-delà de l'orbite de Jupiter. C'est donc là un roman cosmographique. L'extrême fantaisie s'y allie à la science sans l'altérer. C'est l'histoire d'une hypothèse et des conséquences qu'elle aurait si elle pouvait, par impossible, se réaliser. Ce roman complétera la série des voyages dans l'univers céleste publiée, comme la plupart des œuvres de M. Verne, dans le magasin d'éducation. Il y a obtenu un succès considérable et partout, dès les premiers chapitres publiés, les traducteurs autorisés par nous se sont mis à l'œuvre.
Les Indes noires, qui viennent de paraître, ont pour but de nous initier aux mystérieux travaux des houillères, et un autre roman en préparation, un héros de 15 ans, qui deviendra le capitaine de 15 ans, est destiné à nous conduire dans les parties les plus curieuses et les plus nouvellement explorées du globe terrestre. Il nous sera permis de dire ici que dans notre longue carrière d'éditeur, nous n'avons jamais rencontré un succès plus universel que celui de l'œuvre générale de M. Verne. Il est lu, il est populaire, son nom et son œuvre sont célèbres dans tous les pays, comme ils le sont en France, et partout son succès est le même, partout les lecteurs de tout âge lui font le même accueil. L'œuvre complète de Jules Verne est traduite et se publie simultanément en Russie, en Angleterre, aux États-Unis, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en Espagne, au Brésil, en Suède, en Hollande, en Portugal, en Grèce, en Croatie, en Bohême, au Canada. Quelques-uns de ces livres ont été traduits même en perse. Aucun écrivain jusqu'à ce jour n'a porté plus loin le nom français et ne l'a fait accepter et aimer dans un plus grand nombre de pays et dans des langues plus différentes. Donc, énorme succès et succès en profondeur dans cette transformation de la liaison de la recherche et de l'éducation. Mais, lorsque Jules Verne accepte de publier ses livres dans le magasin d'éducation et de récréation, c'est-à-dire dans un journal destiné à la jeunesse des lycées et collèges, il sait qu'il doit respecter deux tabous. Ce ne sont pas les lecteurs officiels du magasin d'éducation et de récréation qui paient les abonnements. Ce sont les parents, naturellement. Et donc, les parents vont surveiller le contenu de ces publications. Le premier tabou, c'est que la sexualité ne doit pas apparaître. Jules Verne est quelqu'un qui vient du vaudeville. Le thème fondamental du vaudeville, c'est l'adultère. C'est aussi le thème fondamental du roman français et du roman occidental en général. Mais chez Jules Verne, nous ne trouverons jamais d'histoire d'adultère. Jamais nous ne suivrons les débats sentimentaux d'une Emma Bovary ou d'une Anna Karénine. Ce tabou sur la sexualité se manifeste en particulier par le fait que dans les premiers romans de Jules Verne, dans tous ceux qu'Hetzel va publier au début, les personnages sont tous masculins. Dans 20 000 lieues sous les mers, il n'y a que des hommes. Dans 5 semaines en ballon, il n'y a que des hommes. Dans beaucoup de livres de Verne, il n'y a que des hommes. Les femmes vont apparaître peu à peu, et naturellement, les amours vont apparaître peu à peu. Nous aurons des amoureux, mais nous n'aurons jamais d'adultère. Le deuxième tabou, c'est qu'il n'est pas question de faire entrer la politique à l'intérieur de cette description de la réalité. La politique, et en particulier à cette époque-là, les mouvements sociaux. Les voyages extraordinaires commencent à la fin du Second Empire, et puis vont traverser toute la Troisième République jusqu'à 1905. Pas question de politique, pas question de problèmes sociaux. Et Hetzel surveille de près son écrivain, et d'ailleurs tous les écrivains qui collaborent au magasin d'éducation et de récréation. Dans des lettres, nous voyons Hetzel dire à Jules Verne, « Rappelez-vous notre public, faites attention à qui nous nous adressons. » Et à qui nous nous adressons, c'est à la fois le lecteur,
le lycéen ou le collégien, mais c'est en même temps, naturellement, la censure parentale qui contrôle tout cela. Ce respect du tabou en ce qui concerne la politique se manifeste d'une façon très particulière à l'intérieur de 20 000 lieues sous les mers. En effet, dans le Nautilus, le capitaine Nemo a une bibliothèque superbe. Et le capitaine Nemo montre sa bibliothèque au professeur Aronnax. Il lui dit, vous possédez là 6 ou 7 000 volumes, 12 000, monsieur Aronnax. Ce sont les seuls liens qui me rattachent à la Terre. Mais le monde a fini pour moi le jour où mon Nautilus s'est plongé pour la première fois sous les eaux. Ce jour-là, j'ai acheté mes derniers volumes, mes dernières brochures, mes derniers journaux. Et depuis lors, je veux croire que l'humanité n'a plus ni pensé ni écrit. Ces livres, monsieur le professeur, sont d'ailleurs à votre disposition, et vous pourrez en user librement. Je remerciai le capitaine Nemo, et je m'approchai des rayons de la bibliothèque. Livres de science, de morale et de littérature écrits en toutes langues et abondaient. Mais je ne vis pas un seul ouvrage d'économie politique. Il semblait être sévèrement proscrit du bord. Détail curieux, tous ces livres étaient indistinctement classés en quelque langue qu'ils fussent écrits, et ce mélange prouvait que le capitaine du Nautilus devait lire couramment les volumes que sa main prenait au hasard. Et ensuite une liste donc de grands livres de la littérature universelle. Donc, pas un seul ouvrage d'économie politique, il semblait être sévèrement proscrit du bord. Tabou en ce qui concerne tous les mouvements sociaux et politiques. Parmi ce tabou, à côté de ce tabou sur la politique, c'en est un détail, on peut dire, mais il est très très important. Il y a aussi un tabou sur la religion. On n'a jamais étudié jusqu'à présent le problème religieux chez Jules Verne, ce qui serait passionnant pourtant. Mais si les héros de Jules Verne sont respectueux de la religion, s'ils ont une certaine confiance en la Providence, il n'est jamais question de discussion théologique, de problèmes entre sectes religieuses. Ceci est aussi masqué que possible. Et nous avons un document très intéressant qui nous montre à quel point l'éditeur Hetzel surveillait cela. C'est un autre romancier pour la jeunesse, qui a été publié aussi dans le magasin d'éducation et de récréation, Hector Malot, l'auteur de Sans famille, que beaucoup de jeunes gens avaient lu au XXe siècle. Et Hector Malot, dans ses mémoires, nous raconte que il a eu un problème à propos de Sans famille. Je continuai, et jusqu'à la mine, elle se trouvait alors dans le premier volume, cela n'alla pas mal. Mais à ce moment, les objections reparurent et se précisèrent. D'abord pour la question sociale, qui devait être passée sous silence. Et puis ensuite, pour la question religieuse, qui devait être évitée beaucoup plus rigoureusement encore. Pas de discussion religieuse dans les familles. Pour la question religieuse, la situation était celle-ci. Des mineurs étaient enfermés dans une remontée par une inondation, une querelle s'engageait entre eux, et comme, en leur qualité de cévenols, il y avait parmi eux des catholiques et des calvinistes, les uns invoquaient la Sainte Vierge que les autres repoussaient. À mes yeux, c'était couleur locale, rien de plus, tandis qu'aux yeux d'Hetzel, c'était plus qu'une inconvenance. Il y eut bataille entre nous, car j'ai toujours été entier dans mes opinions, dont l'âge à cette époque n'avait pas encore abattu l'intransigeance, et comme si nous avions été catholiques et calvinistes, il y eut échange de bons coups, sans nous fâcher, bien entendu. Et finalement, donc, il réussit à atténuer les choses et à les faire passer
quelque peu. Mais naturellement, il est extraordinairement difficile de faire une description des mondes connus et même inconnus sans parler des problèmes politiques, religieux et sexuels. Et par conséquent, Jules Verne est obligé de ruser perpétuellement et donc d'inventer toutes sortes de stratégies pour réussir quand même à parler de ce qu'il veut. Mais apparemment, les tabous seront respectés. Et pour pouvoir respecter ces tabous dans son œuvre, il s'efforce de les respecter même dans sa vie. Donc, apparemment, il sera un écrivain apolitique, ce qui lui a été beaucoup reproché. Mais quand on regarde la stratégie qui est à l'intérieur de ses livres, on s'aperçoit que c'est un écrivain, dans ce domaine-là aussi, extraordinairement audacieux et prémonitoire. Jules Verne, on peut dire, est très tenté par la pensée libertaire. Mais il a une grande crainte, c'est que de cette pensée libertaire sorte du terrorisme et une tyrannie. Et au début du XXe siècle, ce terrorisme existait en France. Il y a eu, vous savez, ce qu'on a appelé la bande à Bonneau, etc., toutes sortes de terroristes qui se réclamaient plus ou moins de l'anarchie. Il y a beaucoup de différences entre Zola et Verne. Zola méprisait Jules Verne et Jules Verne admirait Zola, mais n'était pas du tout de son avis sur toutes sortes de problèmes. Mais il y a beaucoup de points sur lesquels ils se ressemblent. En particulier, ce sont deux écrivains de la documentation, et qui est aussi énorme chez l'un que chez l'autre. Et d'autre part, ce thème de l'anarchie et du terrorisme joue un rôle très important chez l'un et chez l'autre. Chez Zola, c'est dans un livre qui est assez peu connu, dans un ensemble fait après les Rougon-Macquart, qui s'appelle Les Trois Villes, Lourdes, Rome et Paris. Et à Paris, il y a un physicien très très bien, qui est très avancé d'idées, et qui estime que le meilleur moyen de faire progresser les choses, c'est de faire sauter la basilique du Sacré-Cœur qui vient d'être inaugurée. Heureusement, son frère réussit à arrêter les choses au dernier moment. Vous voyez, ces deux personnages sont hantés par ce même problème. Et il y a des quantités de personnages chez Jules Verne qui sont des revendicateurs politiques et même des revendicateurs sociaux. Mais Jules Verne s'efforce de présenter les choses de telle sorte que le danger de la tyrannie soit évité le plus possible. Et la grande ruse de Jules Verne dans ce domaine, c'est la façon dont il traite le thème de Robinson. Robinson est un grand classique de la littérature pour la jeunesse, même s'il n'a jamais été écrit pour ça. Mais souvenons-nous que dans l'Émile, Jean-Jacques Rousseau dit que son élève n'aura qu'un seul livre à lire, et c'est Robinson. Eh bien, on peut dire que des quantités de romans de Jules Verne sont des variations sur cette idée. Jules Verne a beaucoup lu Robinson et il a exploré toute la thématique de Robinson. Parce que autour du Robinson de Defoe, d'autres Robinsons ont fleuri et lui va en faire fleurir d'autres. Et en particulier, il y a un livre qui l'a passionné et qui est
Robinson suisse. Dans la préface d'un livre très curieux qui s'appelle « 2 ans de vacances », Jules Verne nous dit « Bien des Robinson ont déjà tenu en éveil la curiosité de nos jeunes lecteurs. Daniel Defoe, dans son immortel Robinson Crusoe, a mis en scène l'homme seul. Wyss, dans son Robinson suisse, la famille. Cooper, il s'agit de Fenimore Cooper, l'auteur du Dernier des Mohicans, dans Le Cratère, la société avec ses éléments multiples. Dans L'île mystérieuse, j'ai mis des savants aux prises avec les nécessités de cette situation. On a imaginé encore le Robinson de 12 ans, le Robinson des glaces, le Robinson des jeunes filles. Malgré le nombre infini des romans qui composent le cycle des Robinson, il m'a paru que pour le parfaire, il restait à montrer une troupe d'enfants de 8 à 13 ans, abandonnés dans une île, luttant pour la vie au milieu des passions entretenues par les différences de nationalité. En un mot, un pensionnat de Robinson. D'autre part, dans Le Capitaine de 15 ans, j'avais entrepris de montrer ce que peuvent la bravoure et l'intelligence d'un enfant aux prises avec les périls et les difficultés d'une responsabilité au-dessus de son âge. Or, j'ai pensé que si l'enseignement contenu dans ce livre pouvait être profitable à tous, il devait être complété. C'est dans ce double but que j'ai fait ce nouvel ouvrage. Alors, le thème de Robinson permet de traiter l'économie politique d'une façon fondamentale, car le thème de Robinson oblige à se demander ce qui doit passer avant le reste, à l'intérieur de notre économie. Pour que telle chose arrive, il faut qu'il y ait déjà telle forme d'artisanat. Et il y a ainsi des couches qui se développent à l'intérieur du thème de Robinson. Et dans ce livre, 2 ans de vacances, on a un thème tout à fait particulier et tout à fait intéressant, c'est que nous avons un pensionnat avec des gens qui viennent de diverses nations, un Français, un Américain et des Anglais. Nous avons donc, si vous voulez, une petite société des nations à l'intérieur de l'île de Robinson. Et nous avons la constitution d'une petite république enfantine. Une république enfantine qui réussit à fonctionner en évitant un certain nombre de problèmes. Et Jules Verne va donc continuer à explorer ce thème de Robinson. Il l'explore en particulier dans une suite qu'il a donnée à la fin de sa vie au Robinson suisse. Rudolf Wyss, né à Berne en 1781, mort en 1850, était professeur à l'université. On a de lui plusieurs ouvrages sur son pays d'origine, indépendamment du Robinson suisse. Et puis ensuite, paraissent des traductions, et il nous dit « Ce roman n'est pas terminé avec l'arrivée de la corvette La Licorne, et voici ce que disait déjà Madame de Montolieu dans la préface de sa traduction. 4 éditions consécutives ont prouvé combien le public français a su apprécier cette production qui fait le bonheur des enfants et par conséquent de leurs parents. Mais il leur manquait une suite et une fin. Tous voulaient savoir si cette famille qui les intéressait restait dans cette île où tous les jeunes garçons désiraient aller. J'ai reçu à ce sujet une infinité de lettres, soit des enfants eux-mêmes, soit de mon libraire, pour me solliciter de donner cette suite et de satisfaire leur curiosité. » Alors, Verne a décidé de faire une suite au Robinson suisse qu'il appelle « Seconde patrie », et c'est un anagramme, on peut dire, de seconde partie. Alors, Hetzel a publié une nouvelle traduction du Robinson suisse, et Jules Verne nous dit, à proprement parler, c'est même à cette édition revue aussi au point de vue de la science que succède la seconde patrie offerte aux lecteurs du magasin d'éducation et de récréation. Et en réalité,
N'était-il pas intéressant de prolonger le récit de Rudolf Wyss, de retrouver cette famille dans les conditions nouvelles qui lui étaient faites, et ces 4 garçons si bien posés, Fritz, entreprenant et brave, Ernest, un peu égoïste mais studieux, Jack l'espiègle et le petit François, d'observer les modifications que l'âge apporterait à leur caractère après 12 années passées sur cette île. Et etc., etc. Aussi n'ai-je pas résisté au désir de continuer l'œuvre de Wyss, de lui donner le dénouement définitif, qui d'ailleurs serait imaginé un jour ou l'autre. Et alors, à force d'y songer, à force de m'enfoncer dans mon projet, de vivre côte à côte avec mes héros, il s'est produit un phénomène. C'est que j'en suis venu à croire qu'elle existe réellement, cette nouvelle Suisse, que c'est bien une île située dans le nord-est de l'océan Indien, dont j'ai fini par voir le gisement sur ma carte, que les familles Zermatt et Wolston ne sont point imaginaires, qu'elles habitent cette très prospère colonie dont elles ont fait leur seconde patrie, et je n'ai qu'un regret, c'est que l'âge m'interdise de les y rejoindre. Et voilà pourquoi j'ai cru qu'il fallait continuer leur histoire jusqu'au bout, voilà pourquoi j'ai fait la suite du Robinson suisse. Alors, il y a chez Jules Verne des quantités d'histoires d'îles et de naufragés qui arrivent dans une île. D'ailleurs, un certain nombre des moyens de transport peuvent être considérés comme des îles. Le Nautilus, sur lesquels le professeur Aronnax, son harponneur Ned Land et son domestique Conseil font naufrage, eh bien, peut être considéré comme une île. Et il y a toutes sortes de thèmes sur le navire considéré comme une île, en particulier dans un livre très étrange qui s'appelle L'île à Hélice et qui est on peut dire, qui est la reprise de Paris au XXe siècle, 30 ans plus tard. Il y a certains détails qui sont tout à fait proches. C'est une île mécanique qui transporte des milliardaires dans le Pacifique. C'est tout à fait comparable, en beaucoup plus grand, à ces navires de croisière qui se multiplient aujourd'hui et dans lesquels des gens très très riches vont faire un peu de tourisme. Et Jules Verne, pour explorer le Pacifique, imagine cette île à hélice dans laquelle ne viennent que des gens très riches, que des milliardaires. Et évidemment, nous touchons là un thème qui est très important pour lui, le thème du milliardaire. Au cours de l'œuvre de Jules Verne, on le voit passer du millionnaire au milliardaire. La concentration de la fortune augmente et le milliardaire est une articulation très importante dans l'imagination de Jules Verne parce que c'est une espèce d'enchanteur moderne. C'est celui qui va permettre toutes sortes d'aventures. Donc beaucoup de héros sont des gens très riches qui utilisent leur fortune à telle ou telle expérience, ou expérience qui peut être d'ailleurs liée à une vengeance ou à une libération. Et cette île à hélice, donc, où il n'y a que des milliardaires et où seuls les gens riches ont le pouvoir, les autres étant seulement des domestiques, va finir mal, naturellement. Mais on sent très bien que l'idée de Verne derrière cela, c'est que la seule solution, c'est que tout le monde devienne milliardaire. Donc que toutes les capacités que peut fournir la fortune soient réparties complètement, de telle sorte que l'imagination se libère complètement. Et le milliardaire est un personnage profondément ambigu. Il est quelqu'un qui doit disparaître, mais quelqu'un qui permet le roman et qui permet toutes sortes d'aventures. Et il accumule l'or, et cette accumulation de l'or, surtout dans les derniers romans de Jules Verne, va être tout à fait néfaste.
Oui, déjà dans Hector Servadac, nous avons vu une planète qui est quasiment faite d'or et où, par conséquent, l'or n'a plus de valeur. Il n'a plus que sa valeur d'usage et de beauté. Eh bien, dans certains des derniers livres de Jules Verne, nous voyons le thème des chercheurs d'or et le thème de la corruption profonde qu'apporte la recherche de l'or. Et on voit ça dans plusieurs romans posthumes, donc La chasse aux météores, Le volcan d'or, et surtout un dernier livre très curieux, En Magellanie, que Michel Verne a publié sous le titre Les naufragés du Jonathan. Dans cette En Magellanie, nous nous trouvons en Patagonie, autour de la Terre de Feu, qui est, selon Jules Verne, le dernier endroit encore sur la planète à l'époque qui n'est pas contrôlé par un État. Parce que le Chili et l'Argentine se disputent ce qui est autour du Cap Horn et n'ont pas réussi à s'entendre. Et ce personnage qui s'appelle le Coger, un nom très bizarre, dont on ne connaîtra jamais le nom ni l'origine. On sait seulement qu'il a été un socialiste, mais qu'il a eu des problèmes, est venu se réfugier au bout du monde pour rendre service aux Indiens de la région. Et il y a un accord qui se fait entre le Chili et l'Argentine, et ils vont se diviser toute la région de Magellanie, c'est-à-dire le Cap Horn et tout l'archipel qui est autour. À partir de ce moment-là, cet homme estime qu'il n'a plus rien à faire sur la Terre. Il n'y a plus un seul endroit où l'on puisse être véritablement indépendant. Et il décide de se suicider. Mais il y a un bateau qui fait naufrage à ce moment-là, et il décide qu'il faut s'occuper de ces naufragés. Et cet homme, donc ancien anarchiste et ancien socialiste, se trouve obligé de prendre la direction d'une nouvelle colonie. Et il y a un bateau qui arrive et tous ces naufragés, il faut s'en occuper. Donc nous avons le même thème de Robinson avec la constitution d'une nouvelle société. Et peu à peu, les choses s'installent et s'installent très bien jusqu'au moment où malheureusement on découvre dans ces terres, on découvre de l'or. Et à partir de ce moment-là, une invasion se produit de rapaces qui viennent tout mettre en l'air, et heureusement on peut dire le gisement n'est pas très important, il s'épuise, donc les rapaces s'en vont et on va pouvoir recommencer la société une fois que ce problème de la ruée vers l'or sera surmonté. Alors évidemment c'est un texte très très curieux. C'est le seul texte où il soit question d'auteur d'économie politique pour prendre de la distance, bien sûr. Mais on sent très très bien le caractère profondément pédagogique de tout cela. Alors, cette île, si vous voulez, cette île qui est la dernière à conserver une certaine indépendance avant que tout sur la Terre soit soumis au contrôle des gouvernements armés les uns contre les autres. Alors, ce dernier lieu conserve une certaine autonomie, et on peut dire que la conclusion, c'est que s'il est absolument indispensable qu'il y ait une administration et des gens qui dirigent les autres, le seul chef
qui ne risque pas de devenir un dictateur, c'est celui qui est un ancien anarchiste. Donc c'est celui qui estime que le pouvoir est profondément corrupteur et qui est capable de lutter en lui-même contre la corruption du pouvoir et naturellement contre la corruption de l'or, la corruption fondamentale de l'or. Alors, il y a tout un très bon critique qui était un spécialiste de littérature populaire, qui s'appelait François Karadec, et qui a joué un très grand rôle pour attirer l'attention sur les derniers livres de Jules Verne, a écrit un très bel article qui s'appelle « Le socialisme clandestin » de Jules Verne. Et on peut dire cela décrit exactement la situation. C'est ce qui réussit à se manifester à travers les tabous qu'il était indispensable de respecter pour que le message puisse arriver. Alors, il y a évidemment énormément de choses dans l'œuvre de Jules Verne, je pense que vous le voyez, d'une extraordinaire actualité. Il peut nous enseigner beaucoup sur les problèmes du XXIe siècle. Il a été prémonitoire non seulement dans l'aménagement de la technique, dans l'habitabilité de la technique, mais il a été prémonitoire aussi à l'intérieur de problèmes aussi fondamentaux que la crise de l'enseignement, qui n'est pas une crise momentanée, qui est une crise qui existe depuis très longtemps, une crise qui se creuse depuis le XVIIIe siècle au moins. Depuis le XVIIIe siècle au moins, nous avons une crise de l'enseignement à laquelle nous ne réussissons pas à apporter des solutions satisfaisantes. Une des solutions qu'a apporté Jules Verne, c'est un certain type de littérature. Un certain type de littérature est un moyen de poser et de résoudre différemment la crise de l'enseignement. Et à partir de cette solution du problème de l'enseignement, tous les autres problèmes peuvent apparaître et tous les problèmes de notre société peuvent apparaître et cette littérature peut dissoudre en quelque sorte les tabous. Ces tabous qui étaient tellement forts, nous l'avons vu, tabous sur la sexualité, tabous sur la politique et même tabous sur les opinions religieuses. Bon, eh bien, voilà.